Ce monsieur est propriétaire foncier. Ce fonctionnaire municipal est en mission. Il va acheter un terrain pour le compte de sa commune. Et voici deux spéculateurs fonciers. La politique foncière. Trois responsables politiques municipaux discutent de la politique foncière suédoise. En Suède, l'autogestion des collectivités locales remonte loin dans l'histoire. Cela veut dire que de nombreuses questions importantes peuvent être tranchées au niveau local. Et en matière de législation foncière, c'est aux municipalités qu'il appartient de décider dans quelle mesure on en usera. Et cela varie un peu, bien sûr, suivant l'éventail des options politiques. Kommunen var i trängande behov av att kunna få mark för att bygga bostäder. Vi hade en skriande bostadsbrist. Notre municipalité avait grand besoin d'acquérir des terrains pour y construire des logements. Il nous fallait remédier à une grave pénurie de logements. De plus, nous ne pouvions pas remplacer ceux de qualité inférieure, faute de terrains à bâtir. Nous avons dressé l'inventaire de tous les terrains disponibles. Et après l'avoir examiné, nous sommes arrivés à la conclusion que le domaine du manoir local était celui qui convenait le mieux, à tout point de vue. Nous avons pris contact avec les propriétaires et engagé des négociations pour acquérir ces terrains. Quand le bruit s'est répandu que les autorités locales envisageaient d'exploiter la zone pour y construire des immeubles, le site a éveillé l'intérêt des entreprises privées. Au cours de la phase initiale des négociations, le conseil municipal reçut une lettre des propriétaires qui lui faisait savoir que le terrain venait d'être vendu à une entreprise de bâtiments privée. Les vendeurs avaient obtenu un prix supérieur à celui que pouvait offrir la municipalité. Bon, on va bâtir le terrain. Et c'est bien ce que voulait la municipalité. Mais l'important, à nos yeux, ce n'était pas de posséder le sol en soi, c'était de pouvoir contrôler le projet de construction afin d'y aménager un habitat urbain convenable, à un prix raisonnable et équipé des services sociaux requis par une zone de logement communal. Tout cela n'est possible que si la municipalité possède le terrain. Nous avons donc fait une demande d'expropriation qui n'a pas abouti, car l'entreprise de bâtiment, comprenant que l'affaire devenait délicate, a résilié le marché. Sur quoi nous avons repris nos négociations.
et nous sommes arrivés peu à peu à conclure un contrat acceptable. Durée de l'opération, 2 ans. Det är nu 10 år sedan kommunen förvärvade den här marken. 10 ans se sont écoulés depuis l'acquisition du terrain par la municipalité. Nous avons fait un appel d'offres à plusieurs entreprises et nous pouvons constater aujourd'hui que nous avons réalisé notre projet à des prix très raisonnables, bien que nous ayons véritablement misé sur la qualité. Ce qui nous a permis de le faire, c'est que, possédant le terrain, nous pouvions en contrôler l'exploitation et déterminer l'aménagement des logements. L'entrepreneur de bâtiments soumissionné par la municipalité qui a construit ces maisons a acheté un bon emplacement de l'autre côté de la voie ferrée et il y a bâti des maisons du même type, d'un standing un peu plus élevé, il est vrai, mais qui coûte presque le double. Dans ce cas, les autorités locales ne pouvaient pas influencer les prix. Par conséquent, le niveau a été celui du marché. Une entreprise de bâtiments privés se donne pour objectif de construire des logements qui attirent les acheteurs. C'est dans la logique des choses. Il n'a pas à se soucier des aspects sociaux. Il y a là une ligne de démarcation entre l'entreprise privée et celle du secteur public. Dans une commune en expansion, la spéculation surgit presque toujours. Les entrepreneurs du bâtiment achètent du terrain pour obliger plus ou moins les municipalités à adopter une certaine option de développement qui leur garantira le meilleur revenu possible de leurs investissements. C'est pourquoi nous nous sommes donnés pour but d'acheter assez de terrain non exploité pour pouvoir bâtir pendant les 10 années qui viennent. Cela signifie que nous pouvons planifier notre agglomération urbaine sans être liés aux intérêts du capital, c'est-à-dire y aménager des espaces verts, des logements, des installations industrielles et des centres commerciaux comme nous l'entendons. Le fait que la municipalité possède la majeure partie des terrains amène en outre une baisse des prix. Cette partie de la ville compte environ 20 000 habitants. Nous l'avons construite au cours des années 60, alors qu'il y avait une pénurie de logements. Elle se compose surtout de blocs d'immeubles locatifs de 3 à 8 étages. Il y a même des immeubles de 16 étages. Malmö est une ville dont l'expansion a été rapide et il était urgent de fournir des logements dans les plus brefs délais. C'est pourquoi nous avons construit toute une petite ville, en somme, en moins de 6 ans. C'est une erreur fondamentale que de construire de si grandes zones d'habitation à ce rythme accéléré. Ceux qui viennent s'y installer ne se connaissent pas, on y vit un peu en étranger, indifférent au milieu, sans en apprécier les avantages. Au début, les tiraillements et les problèmes abondent. Il aurait été préférable de bâtir simultanément un plus grand nombre d'agglomérations à moins grande échelle. Les inconvénients économiques que cela comporte, il faut les assumer, car en fin de compte, cela revient très probablement moins cher.
voici à Oxie, une petite ville située à environ 7 km du centre de Malmö. Oxie est un ancien bourg bâti autour de son église. Et nous sommes en train d'y construire une nouvelle agglomération de 20 000 habitants. Mais là, nous avons l'intention de bâtir à petite échelle. Nous construisons 5 petits ensembles destinés chacun à loger 4 000 personnes. Chacun aura son centre commercial, ses foyers d'enfants, son école du premier et second cycle, en somme, les services de base requis par les habitants. Tous les types d'immeubles comprendront des logements adaptés aux besoins du célibataire, du retraité et des familles avec enfants. Donc, une zone d'habitation très diversifiée. Il va de soi qu'on va aussi mettre en place des moyens de transport public efficaces de façon à libérer les habitants de la nécessité d'avoir une voiture privée. Le terrain que nous bâtissons là appartient à la municipalité. Ce droit de posséder le terrain acquis, il faut que la municipalité le conserve et c'est pourquoi nous cédons le droit de jouissance du terrain par bail amphithéotique. Il s'ensuit que c'est la municipalité qui bénéficie de la plus-value du terrain exploité. La municipalité loue donc le terrain dont elle reste pour toujours le propriétaire. En même temps, elle assure par contrat à celui qui a construit et qui gère l'immeuble la permanence de son activité. Ja, vi befinner oss nu i innerstaden. Les immeubles situés tout autour ont été construits dans les années 30. Nous y trouvons des exemples de la spéculation qui sévissait dans une agglomération dense dans les années 50 et 60. Il arrivait par exemple que des financiers achètent des immeubles à 11 h du matin, disons, pour les revendre quelques heures plus tard, 50 ou 100 000 couronnes plus chères, somme qu'ils pouvaient empocher bien sûr immédiatement. Certains immeubles changeaient de propriétaire 3 ou 4 fois par semaine, ce qui traduit bien l'extrême dynamisme qui existe au centre de la ville lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent rapidement. Nous sommes aujourd'hui en bonne voie d'y remédier, notamment grâce au droit de préemption qui signifie que la municipalité peut se substituer à l'acheteur en reprenant l'achat du bien immeuble. S'il s'avère alors que le prix en est trop élevé, on a recours au droit d'expropriation, on saisit un tribunal qui fixe un taux équitable. Vi har inte råd ifrån samhällets sida att köpa in alla de privata husen. Les autorités n'ont pas les moyens d'acheter tous les immeubles qui sont propriétés privées. C'est pourquoi il s'agit de créer une législation régissant les rénovations extérieures et intérieures, une législation qui oblige les propriétaires privés à s'adapter aux conditions requises par la société en matière d'urbanisme. Nous avons introduit dans notre législation des dispositions qui assurent aux locataires une plus grande influence sur leur logement. Le propriétaire de l'immeuble ne peut plus purement et simplement résilier le bail et les mettre dehors. Les locataires ont dorénavant leur mot à dire sur la modernisation de l'immeuble où ils vivent. On peut également reprendre à son compte l'immeuble s'il est mal géré. La gestion est alors confiée à quelqu'un d'autre. Tout cela fournit des instruments qui font que les prix des immeubles au centre de la ville ont commencé à baisser. Il est extrêmement important que la rénovation du centre de la ville se fasse sous contrôle public. Il ne s'agit pas seulement de requinquer des façades et de moderniser l'équipement de vieux logements, il s'agit également de résoudre les problèmes de tous ceux qui y habitent.
Lorsque l'aménagement rationnel était le mot-clé de notre débat sur l'urbanisation, on n'hésitait pas à recommander les démolitions, l'élargissement des rues ou encore la construction de nouveaux immeubles. La circulation automobile et autres éléments de la ville moderne avaient la priorité. Aujourd'hui, nous avons repensé la question. Ce type de transformation urbaine est bien révolu. On va maintenant agir dans le cadre des constructions qui existent. Aujourd'hui, nous allons intégrer les nouveaux impératifs de la société dans une vieille ville. C'est une question extrêmement compliquée, d'ordre purement pratique. La question est la suivante: comment allons-nous fournir des types d'environnement adaptés à la fois aux enfants et aux personnes âgées? Nous comptons actuellement 20% de retraités au centre de la ville. Leurs exigences justifiées en matière de circulation sont évidemment bien différentes de celles des usagers plus alertes. Si nous devons effectuer une transformation urbaine dans le cadre de ce qui est actuellement construit, en respectant la largeur des rues, il n'y a aucune marge de liberté permettant de développer la circulation automobile au centre même de la ville. Il s'agit ici d'une sérieuse modification des critères. Les déplacements professionnels quotidiens doivent se faire avec des moyens de transport collectifs. L'automobile particulière doit rester à la périphérie et n'être utilisée qu'en vacances ou en excursion. Seul un processus démocratique nous permettra de garantir à l'individu la possibilité de participer à la planification et d'y exercer son influence. Une influence sur l'aménagement de nos logements, de nos lieux de travail et des parcs de loisirs et de détente. Aujourd'hui, celui qui est le propriétaire du terrain, celui qui possède le terrain, le propriétaire privé, exerce une influence infiniment plus grande sur l'environnement que les nombreuses personnes qui vont y habiter, y travailler ou y utiliser leurs loisirs. Il y a de nombreux exemples de revendications formulées par des groupes de Stockholmois qui désirent que les autorités interviennent et reprennent des immeubles et le terrain pour pouvoir participer dans une mesure raisonnable au processus de décision. Mais il est important aussi, à un autre point de vue, que la société soit propriétaire du terrain. Ce n'est en effet qu'en utilisant les ressorts de la communauté que nous pouvons construire une ville pour tous, une ville où des groupes différents, des couches sociales différentes, se situant à différents niveaux de revenus, etc., puissent cohabiter dans une même zone urbaine. Cela signifie naturellement que ceux qui auraient les moyens de payer leur logement un peu plus cher voient leur liberté de choix réduite. Mais qu'en revanche, une plus ample liberté de choix est accordée à un grand nombre de personnes du fait que tous ont accès à toutes les zones. Le film que vous venez de voir était une contribution du ministère suédois du Logement et de l'Aménagement du Territoire à la Conférence des Nations Unies 1976 sur les établissements humains.
Thank you.